Messieurs, dames, mes hommages et bienvenue à cette quatrième classe virtuelle de civilisation classique dont les thématiques seront, ma foi, fort variées. Nous allons explorer une thématique alimentaire en passant par le littéraire, on ira dans la spiritualité et on terminera tout ça dans la chronologie. Je rappelle que l'objectif de cette classe virtuelle est de vous permettre de répondre au bloc des questionnaires 3 et 4, c'est-à-dire les pages 6 et 7 de votre document d'accompagnement. Ça peut être bon peut-être de l'avoir en main propre, question de pouvoir remplir à mesure les différentes thématiques. On se rappelle que ça nous mènera à la moitié du livre et qu'il y aura évaluation la semaine prochaine sur, non pas sur les thématiques qu'on aborde, mais plutôt sur les différentes parties du récit. Alors, nous y voici. Alors, la première thématique que je souhaite explorer avec vous, c'est le banquet. Le banquet, vous aviez le head puzzle à faire cette semaine. C'est un rituel très important chez les Romains. C'est un rituel, ma foi, quotidien. Par contre, il ne faut pas penser au réveillon de Noël chaque jour, comme on le présente souvent dans les films. On parle d'alimentation de base le plus souvent. Donc, je vais y aller question par question. Alors, vous avez comme première question, qu'est-ce que la cena ou la kena? La réponse, c'est le repas principal du soir chez les riches romains. Alors, il faut comprendre que les Romains mangeaient à peu près la même nourriture que nous. Par contre, au niveau des repas, c'était un peu différent. Donc, un Romain mangeait généralement que 2 repas dans la journée. Il y avait au réveil le jantaculum, qui est le déjeuner. Alors, c'est plutôt frugal, donc du pain, du fromage, des olives, des biscuits. Pour les plus pauvres, ça se limite généralement à du pain sec et ce repas devait soutenir pour le reste de la journée. Parfois, on pouvait prendre ce qu'on appelle un prandium vers l'heure du dîner. C'est une espèce de collation. C'est un repas qui est très, très léger. Alors, on parle encore une fois de fromage, de fruits, de pain trempé dans l'eau. Ça servait à calmer son appétit jusqu'au repas du soir. Il pouvait arriver qu'on se restaure dans un thermopolium, c'est l'équivalent des fast-foods romains de l'époque. Le souper, le dîner du soir s'appelait la cena. Alors, c'est le seul vrai repas de la journée. Ça commence en après-midi. Généralement, après un passage au terme, on va aller prendre le repas. Et ça peut durer parfois jusqu'à 3 heures et ça s'achève avec la tombée de la nuit. Il arrive parfois qu'on va avoir une petite fringale nocturne pour une vesperna. Alors, c'est un repas qu'on peut consommer la nuit. L'équivalent, si vous êtes déjà allé dans un mariage italien, donc souvent on mange un repas très festif, multiples services, et à peine on a terminé le dessert, qu'on nous ressort un repas complet de fin de soirée. Ce serait ce qu'on appellerait le vesperna. Deuxième question, généralement, comment se déroulait un banquet romain? Alors, lavage des pieds par les esclaves, installation au triclinium, service de plats. On peut parler parfois jusqu'à 7 services et de boissons. Et ça se terminait avec le divertissement. Donc, on commençait par enlever ses souliers en arrivant chez notre hôte. Et souvent, on était parfumé et couvert de fleurs. Ça fait partie du rituel. Ensuite, on s'installe dans le triclinium. Le triclinium, ça ressemble à ceci. Donc, c'est l'équivalent de 3 lits, 3 banquettes qui sont installées avec une table au milieu. C'est la salle à manger, si on peut dire. C'est le début du repas tout de suite. Donc, on mange avec les doigts et on se rince avec un bol d'eau entre chacun des plats. On est toujours accoudé généralement sur le coude gauche. Les Romains faisaient des offrandes aux dieux. Généralement, c'était lancer de la nourriture par terre. Cette nourriture-là était faite soit pour les défunts ou pour les divinité. Et parfois, les esclaves avaient le droit de ramasser cette nourriture à la fin de la soirée. Quand il y avait des banquets, il pouvait arriver aussi qu'il y ait des parasites, c'est le nom qu'on leur donnait. C'est des gens qui traînaient comme ça dans les environs des riches villas romaines et qui se sustentaient des restes de table. Les plats sont toujours servis avec de la musique, parfois des plats très recherchés et raffinés, comme par exemple de la langouste, du porc ou du rouget, qui est une variété de poisson. Comme je disais tantôt, la cena pouvait durer jusqu'à environ 3 heures de temps et il y avait 3 services de nourriture la plupart du temps. Au début, il y avait la gustation.
La gustation, c'est l'équivalent des hors d'œuvre, des appetizers. C'était souvent des huîtres, des escargots. Et un vin plutôt sucré qui s'appelait le mousseloum, qui était un vin mélangé avec du miel. Les Romains avaient l'habitude de boire le vin pur, contrairement aux Grecs qui, eux, le diluaient avec de l'eau. Le second service s'appelait la prima mensa, plat principal, prima. Généralement, c'était des viandes que les Romains adoraient manger bouillies, un peu moins appétissant que des viandes rôties aujourd'hui. Ça pouvait être du gibier, ça pouvait être différentes volailles, des poissons, du ragoût et encore une fois, du vin, ça va de soi. Et le troisième service, le secunda mensa, c'était les desserts, donc généralement fruits, gâteaux et friandises qui étaient consommés. Donc voilà le déroulement général d'un banquet. On reviendra sur ce qui vient après le banquet tantôt. Troisième question, à quel point l'empereur Vitellius aimait-il les banquets? Ben, on parle d'un empereur qui avait probablement un certain problème de relation avec la nourriture. Il pouvait consommer 3 ou 4 repas comparables à la Sénat par jour et se faisait vomir entre chacun des services pour être capable de manger davantage. En plus, il y avait des goûts particuliers. En tant qu'empereur romain, il y avait accès à des ressources provenant des différents coins de l'Empire. Alors, il arrivait qu'il se faisait venir des petites gâteries comme des langues de flamant rose, comme des foies de brochet, de la cervelle de faisan et de pain. Vous avez ici une image de Vitellius. On comprend que c'était ce qu'on appellerait poliment un bon vivant. Et son plat favori, c'était la langue de flamant rose, peut-être. Ensuite, au niveau de la question 4, quel genre de divertissement était proposé aux invités d'un banquet? Alors, on pouvait parler de musique, ça, il y en avait pratiquement toujours, de danse, on parle de spectacle dans ce cas-ci. Il pouvait y avoir de la jonglerie, on pouvait se faire lire des passages de livres par des esclaves, ou même le célèbre concours d'imitation d'oiseaux. Quand le confinement sera terminé, vous essayerez ça pour faire lever un party, là, essayer d'imiter une mésange ou un cardinal, là. Ouf, que de plaisir. On comprend que le repas se termine aux petites heures de la soirée ou de la nuit. Alors souvent, ce que les Romains aimaient faire après, c'était de jouer au dé. C'était très populaire. On jouait également au dé au début de la soirée pour déterminer qui allait être le roi du banquet. Le roi du banquet avait le privilège de déterminer le nombre de coupes de vin que tous les invités étaient obligés de boire, sinon il y avait offense à l'hôte de la maison. Alors, on peut comprendre que ça finissait souvent en beuverie. Ensuite, on pouvait, comme spectacle, regarder, je le disais tantôt, de la danse. On pouvait philosopher, tout simplement discuter entre amis. Le banquet était une excellente occasion de sceller des alliances politiques et commerciales. Et dans l'ivresse du moment, on pouvait parfois se permettre de renier les principes de distanciation sociale et de favoriser, disons, des rapprochements physiques. Voici un lendemain de veille, donc on peut comprendre qu'ils n'ont pas fait que jouer au Monopoly dans la soirée. Je vous épargne le détail. On termine pour les banquets avec la question que mangeait-on ou que buvait-on lors des banquets? Alors, bien évidemment, les Romains avaient des goûts particuliers. Donc, poisson, viande, volaille en sauce, fruits frais, noix, avec un X, la coquille, littéralement, sans mauvais jeu de mots. Gâteau au miel, vin, par exemple, le vin de Falerne. C'était un vin que les Romains appréciaient particulièrement. C'était un vin qui était très, très riche. Donc, par contre, dans la vie de tous les jours, les Romains avaient une alimentation assez frugale. Donc, ça se limitait pas mal à des légumes qu'on retrouvait en Italie, comme par exemple des navets, du chou, qui étaient la plupart du temps bouillis. Et à part les légumes, l'autre pilier de l'alimentation chez les Romains, ben, c'était les céréales. Donc, c'est pas mal une cuisine qui est végétarienne. Les recettes n'étaient pas très sophistiquées et il y avait rarement de la viande, sauf dans les banquets, qui était une occasion spéciale, je vous le rappelle. Il y avait des sacrifices religieux qui impliquaient de la viande, mais sinon, on mangeait presque exclusivement que du porc à l'époque, qui était servi sous forme de charcuterie, donc peut-être des fois de la viande séchée ou dans des saucisses. Le bœuf, était beaucoup moins consommé. On appréciait énormément les produits de la mer à Rome. Par contre, ceux-ci étaient très chers, donc on n'en consommait pas souvent.
Plus on était riche, plus on avait accès à des saveurs différentes. On avait la possibilité d'aller acheter ce qu'on voulait et en provenance de partout autour de la Méditerranée. On avait aussi l'occasion de pouvoir s'acheter des épices et des aromates, qui est un produit très, très cher, qui n'était pas accessible à tout le monde. Les Romains aimaient beaucoup mélanger des choses qui aujourd'hui pourraient nous apparaître plus ou moins ragoûtantes, comme par exemple un plat où il y aurait à la fois de la viande puis du poisson dans la même recette. On utilisait aussi parfois des parties d'animaux qu'on n'utilise pas vraiment aujourd'hui. Je vous parlais tantôt de la langue de flamand rose, mais ça pouvait être aussi des crêtes de coq que les Romains appréciaient, l'équivalent de ce que nous, on mangerait aujourd'hui comme étant des ailes de poulet. Donc, ça résume un peu le banquet chez les Romains. Deuxième thématique, toujours dans le bloc 3, c'est la bibliothèque. Alors, il ne faut pas penser aux bibliothèques qu'on connaît aujourd'hui. Il y a des points qui sont semblables. Par contre, il faut comprendre que l'élément de base des bibliothèques romaines de l'époque, ce n'était pas autant des livres que des parchemins, comme vous pouvez le voir sur l'image qui est ici. Donc, il y avait deux sortes de bibliothèques. Il y avait des bibliothèques privées. Donc, c'est une mode qui s'est répandue très, très rapidement, surtout chez les riches. Dans les trains de Némésis, dans la villa de Lucius, il y a une énorme bibliothèque avec beaucoup de documents. C'était très, très tendance à l'époque. Les riches se faisaient aménager une bibliothèque et ils contenaient des centaines d'ouvrages ou des œuvres classiques ou des œuvres à la mode. Les bibliothèques, parfois, étaient mises en place par des gens qui étaient très cultivés, qui voulaient vraiment conserver des livres en grec ou en latin. Mais la plupart des gens qui se faisaient construire des bibliothèques, c'était uniquement pour montrer leur niveau de richesse, parce que les livres de l'époque étaient très coûteux, parce qu'ils n'étaient pas imprimés, mais recopiés à la main, pouvaient venir d'une autre époque, d'être dans une autre langue. Donc, il y avait une certaine valeur monétaire. Donc, on était là uniquement pour montrer notre richesse. Et lorsqu'on faisait visiter notre maison, on faisait visiter la bibliothèque comme pour se pavaner. Il y a encore des gens comme ça de nos jours, bien qu'on soit plutôt dans une époque de littérature numérique. Il y a encore des gens qui accumulent, comme moi, des quantités assez impressionnantes de livres qu'on place dans des bibliothèques privées, avec peut-être l'objectif un jour de les relire ou pas. L'idée, c'est d'utiliser les matériaux les plus chers, comme de l'ivoire, comme du bois de tuya pour faire vos étagères. Parce que l'idée, encore une fois, c'est d'exposer sa richesse et non pas de le montrer. Et parfois, les bibliothèques, c'était pas seulement un meuble comme on peut avoir dans nos maisons aujourd'hui, c'était une pièce complète avec des étagères qui s'empilaient jusqu'au plafond. Ça, c'était pour les bibliothèques privées. Il y a aussi des bibliothèques publiques. Et il y a un nom qui va revenir constamment dans notre étude des Romains, et vous l'aurez deviné avec l'image qui est devant vous, c'est César. C'est César qui, à l'origine, a eu l'idée des premières bibliothèques publiques. Par contre, il n'a pas eu le temps de mettre en place son projet. C'est plutôt Auguste, son successeur, qui va commencer à mettre en place un système de bibliothèques publiques. C'est sous les conseils de Asinius Polion, qui avait ramassé énormément d'argent dans une conquête militaire importante, qu'il a décidé de fonder la première bibliothèque publique au monde, qui est l'Atrium Libertatis, qui était situé au centre de Rome, tout près du Forum, donc l'endroit qui était fréquenté par la majorité des gens, comparable à l'Agora chez les Grecs. Au départ, il y avait les archives politiques de la ville. Le Sénat entreposait ses parchemins avec les procès-verbaux, les lois, les différentes décisions qui avaient été prises. Et à partir de moins 38, donc 6 ans après la mort de Jules César, on a fait de cet édifice une bibliothèque publique qui était divisée en deux. Il y avait une bibliothèque grecque et une bibliothèque latine, puisque c'était très à la mode à l'époque de lire autant le grec que le latin. En moins 28, un an avant le couronnement d'Auguste, il a aussi fait construire une bibliothèque sur le Palatin, une des 7 collines de Rome, tout près de sa demeure, et près d'un temple dédié à Apollon. Apollon étant le dieu des arts, il y a la littérature dans les arts, ça allait de soi. Et la base de la collection de cette bibliothèque publique était la propre collection d'Auguste, le premier empereur. Encore une fois, au niveau de l'architecture, ces bibliothèques-là, comme vous le voyez sur l'image, étaient toutes spectaculaires. On reconnaît les plafonds à caissons, les dômes, les colonnes de ce type corinthiennes, je crois.
Il y avait une fonction aussi culturelle parce que l'idée, c'est de montrer à quel point les Romains sont cultivés, sont civilisés, à quel point ils ont accumulé des connaissances importantes. Et comme Auguste l'empereur a fait construire de sa propre poche la bibliothèque publique, ben, il peut contrôler d'une certaine façon les œuvres qui vont y être stockées et il peut donc ainsi contrôler encore plus. Donc, dans les bibliothèques publiques, les rouleaux de papyrus qu'on appelait les volumnia étaient conservés dans des armoires en bois qui étaient creusées littéralement directement dans les murs. On fermait avec des portes les caniveaux pour être capable de bien conserver les livres, s'assurer qu'il n'y allait pas avoir d'air ou d'humidité qui allait entrer en contact avec les livres. Et on avait installé une espèce de système de repérage en mettant des codes ça parle de quoi les différents papyrus, des sections, comme un peu le code de classification de Dewey qu'on peut avoir aujourd'hui. Et on avait même déjà compris que les documents étaient fragiles et qu'on devait les préserver. Par exemple, Vitruve, l'architecte humaniste dont il était question la semaine dernière, a émis dans son traité d'architecture que les bibliothèques devraient toujours être orientées vers l'est, donc vers le soleil levant, pour qu'il y ait moins de chaleur, donc que les livres se gardent à d'une plus longue durée. Et pour éloigner les insectes, ben, on enduisait déjà les papyrus avec de l'huile de cèdre. Ça leur donnait une espèce de teinte jaune qu'on voit souvent des documents anciens, ça avait l'air de ça. Et en plus, ça répulsait les souris qui détestaient l'odeur de l'huile de cèdre. Ça nous amène donc aux questions. Alors, pourquoi les bibliothèques romaines renfermaient-elles des livres en grec? Ben, c'est parce que les Romains cultivés aimaient bien prétendre lire le grec, parfois ne faisaient que semblant de lire le grec, un peu comme certaines personnes qui pourraient affirmer parler le latin parce qu'ils connaissent 2-3 locutions latines. 2, qu'est-ce qu'un codex? Alors, c'est l'ancêtre d'un livre. Alors, c'est un carnet de 4 tablettes qu'on a relié ensemble avec un anneau et qu'on pouvait tourner comme les pages d'un livre. Alors, ça ressemble à ceci. Donc, on peut voir l'ancêtre, là, littéralement, d'un cartable ou d'un livre. Peut-être qu'à notre époque, il subsiste une quelconque forme de codex chez vous. Peut-être vos parents ont gardé un document historique, puisque bien avant d'avoir tous nos contacts dans notre téléphone cellulaire, devait traîner pas loin du téléphone, accroché au mur à la ligne terrestre, un Rolodex. Donc, ça permettait, en ordre alphabétique, de classer tous les numéros de téléphone ou les cartes d'affaires. Comme ça, on se retrouvait plus facilement, un peu comme dans un autre objet d'un autre siècle qui s'appelait le bottin téléphonique. Ça, c'était pour son propre bottin personnel. Donc, ça, c'est un Rolodex et l'image en dessous, c'est un codex. Troisième question, qu'est-ce qu'un stylus ou un stylet? Alors, c'est un instrument à bout pointu qui vous permet d'écrire sur des tablettes de cire. Vous en avez un exemple ici. La cire, pas très durable, évidemment, il suffit de chauffer pour pouvoir effacer. Par contre, cette espèce de baguette magique de Harry Potter nous permettait de pouvoir écrire. Peut-être que vous utilisez vous-même un stylet pour écrire sur votre tablette numérique des réponses à certains devoirs, par exemple. Comment fabriquait-on de l'encre chez les Romains? Alors, on avait établi un fameux mélange de la suie, donc ce résidu de combustion, avec de l'eau, du vinaigre, et pour que tout ça tienne ensemble et que ce ne soit pas totalement liquide, ben, on rajoutait de la résine de pain. À part le papyrus, quels étaient les autres supports d'écriture? Il y a la pierre, le bois, la cire et la peau de mouton. C'est avec ça qu'on faisait le parchemin. C'était généralement ce qui était le plus durable. Et finalement, un auteur latin très célèbre qui était Virgile, on avait déjà parlé de lui. Alors, c'est un poète romain du 1er siècle avant Jésus et c'est l'auteur d'une œuvre phare de la littérature occidentale, comparable à l'Iliade et à l'Odyssée d'Homère, c'est l'Énéide. Alors, je vous rafraîchis la mémoire. Alors, Énée, le héros de ce récit, l'Énéide, est le dernier survivant de la ville de Troie. Après la guerre de Troie, il a réussi en traînant à bout de bras son père Ascagne et son fils Anchise à quitter, comme vous voyez sur la carte, la ville de Troie, avec comme mission d'aller ultimement fonder une autre ville de Troie.
Alors, il aura eu un périple comparable à Homère qui lui a pris de nombreuses années en bateau, à pied, avec certaines personnes qu'il a perdues et ainsi de suite. Et comme vous pouvez le voir, si je regarde à la fin du trajet, il s'est rendu jusqu'au Latium. Le Latium, c'est la plaine entourant Rome. Donc, Énée, c'est le plus ancien ancêtre des Romains. Mais juste avant de se rendre au Latium, il est passé par la ville de Cume. Et quel beau parallèle que de vous parler de la Sibylle de Cume, qui est notre sujet suivant. Elle est un personnage du roman L'étreinte de Némésis et elle est également un personnage historique. Elle a existé. On raconte même dans l'Énéide que Énée est allé lui-même rendre visite à la Sibylle de Cume pour pouvoir accéder aux enfers, puisque la Sibylle de Cume, géographiquement, habite très près du lac Aver. Alors, qui est cette fameuse Sibylle? Alors, la Sibylle, c'est comparable au Pythie dans la Grèce antique. Donc, c'est une divination occasionnelle et indépendante. Les Pythies étaient les porte-paroles des dieux. Souvent, on pense à Apollon qui, par la voix de sa prêtresse, nous donnait sa prédiction d'avenir. Ce n'est pas le cas. La Sibylle, elle parle à la première personne, elle parle au je, elle revendique l'originalité de ses prédictions et les caractères indépendants de ses réponses. Dans la mythologie grecque, la Sibylle était une prêtresse d'Apollon, qui est le dieu responsable des oracles. Et on se rappelle qu'Apollon, c'est le seul dieu qui, dans la mythologie grecque et dans la mythologie romaine, a le même nom et la même personnalité, alors que les autres divinités, par exemple Zeus ou Jupiter, ont un nom différent et dans leur mythe ont des différences aussi. Donc, la Sibylle, lorsqu'elle nous donnait une réponse, c'était toujours une réponse énigmatique. On pouvait jamais comprendre vraiment ce que ça voulait dire. Alors, par exemple, un soldat avait déjà été lui demander une prédiction d'avenir et tout était question de virgule. Parce que si la virgule était placée avant le nom dans la phrase, ça disait « tu iras, tu reviendras, tu ne mourras pas à la guerre ». Mais si la virgule était placée après le nom, la phrase voulait dire « tu iras, tu ne reviendras pas et tu mourras en guerre ». Donc, vous comprenez que tout ça était place à l'interprétation. D'ailleurs, le mot sibylle a donné naissance à un adjectif qui existe encore dans notre dictionnaire et c'est l'adjectif sibyllin. Lorsqu'on dit d'une situation qu'elle est sibylline, par exemple, ben c'est qu'elle est confuse, énigmatique, à double sens, un peu comme un synonyme d'un quiproquo, quelque chose qui peut avoir l'air de donner une réponse, mais qui en fait donne une autre réponse. Restons toujours dans la mythologie. Alors, la Sibylle de Cume a vécu à la même époque que Énée. Énée a vécu durant l'époque mycénienne. La guerre de Troie se serait déroulée vers moins 1250. Alors, elle aurait vécu vraiment sur la Terre à cette époque-là. Et le poète Ovide, qui est un poète romain très, très connu, raconte dans son récit des Métamorphoses que, comme d'habitude, Apollon s'était pris amoureusement de cette femme qui était la Sibylle et que celle-ci, comme d'habitude, ne voulait absolument rien savoir du beau Apollon, mais elle a fait semblant d'écouter sa proposition et de lui accorder ses charmes, mais elle lui a demandé une faveur en échange. Elle avait une poignée de sable dans les mains et elle lui a demandé en échange de son amour de vivre le nombre d'années qui correspondait au nombre de grains de sable qu'elle avait dans la main, c'est-à-dire 1000. Par contre, elle avait oublié un petit détail avec les dieux, il ne faut jamais leur laisser place à l'interprétation, c'est qu'elle n'avait pas spécifié qu'elle souhaitait garder son apparence jeune. Alors Apollon, lorsqu'il a été rejeté par la Sibylle, a transformé ce sort de 1000 ans de vie en une malédiction. Elle a donc vieilli pendant 1000 ans. Et c'est longtemps, 1000 ans pour vieillir. Alors, elle a fini dans une cage, minuscule cage, comme une cage d'oiseau, qui était suspendue au plafond de la grotte. Et après son décès, après sa vie de 1000 ans, ben, c'est son esprit qui a été perpétué jusqu'à l'époque du roman L'étreinte de Némésis, qui, je vous le répète, se passe entre moins 73 et moins 71, donc 1200 ans après l'existence présumée de la Sibylle de Cume. Il ne faut jamais
jamais faire confiance à la Sibylle de Cumes parce que elle a réussi à arnaquer un des rois romains. Alors, elle avait en sa possession des livres qui s'appelaient les livres sibyllins, qui contenaient un peu comme d'autres documents de prédiction d'avenir, plein d'informations sur des calamités qui allaient se passer à Rome. Alors, vers l'an moins 509, elle est allée voir le dernier roi de l'histoire romaine qui s'appelait Tarquin le Superbe et lui a offert 9 livres sibyllins pour une somme exorbitante. Le roi a refusé. Alors, devant lui, elle a brûlé 3 des 9 livres. Ensuite, elle lui a offert de lui vendre les 6 livres qui restaient au même prix que l'offre originale pour les 9 livres. Tarquin a refusé. Elle a donc, encore une fois, brûlé devant lui 3 autres livres. Il n'en restait plus que le tiers. Et cette fois-ci, Tarquin a accepté de payer la somme pour le prix des 9 livres, mais uniquement pour 3. Les livres ont été placés dans un temple dédié à Jupiter sur le Capitole et ils ont été gardés précieusement par les Romains pendant très longtemps. Parce que les Romains, comme je le disais, se fiaient quand même au conseil de la Sibylle. Un peu comme les prophéties de Nostradamus qui nous a fait différentes prédictions d'avenir, et ce jusqu'en 2099. Vous avez aussi à droite le fameux almanach des fermiers qui est capable de nous prédire à quelques détails près la météo exacte de chaque jour d'une année. On est libre d'y croire ou de ne pas y croire. Donc, dans le temple, les livres étaient gardés par 2 prêtres, dont c'était la seule et unique fonction, et personne, mais alors là, personne n'avait le droit de consulter ces fameux livres sacrés. Et quand on avait une calamité qui arrivait à Rome, mettons un incendie, mettons un tremblement de terre, mettons une pandémie, ben on allait voir dans les livres et on essayait de comprendre ce que la Sibylle avait écrit comme une prédiction d'avenir et une solution. Ça aurait pu être pratique aujourd'hui d'avoir ce type de livre-là au gouvernement du Québec pour essayer de voir comment on réagit plutôt que de faire ce que François Legault a dit, construire un avion en plein vol. Ces livres-là ont également été brûlés dans un incendie sur le Capitole en l'an moins 83. Et on a consulté d'autres oracles, d'autres sibylles, puisqu'il n'y en avait pas seulement une, semble-t-il qu'il y avait 12 sibylles, dont la Sibylle de Cumes. Alors, on est allé les consulter pour essayer de ravoir différentes prédictions d'avenir. Mais bon, encore une fois, c'est des prédictions d'avenir qui sont pas d'une très grande précision. Revenons sur la Sibylle de Cumes. Alors, géographiquement, on s'en rappelle, la Sibylle de Cumes, l'histoire, du roman L'étreinte de Némésis, se passe à Baïa. Et Baïa, c'est situé non loin de Cumes, indiqué Cuma sur la carte en italien. Et Cumes, c'est également situé pas très loin d'Averno. Et Averno, c'est quoi? Averno, c'est le lac Averno. Si un jour vous allez à Cumes, ben, vous pourrez aller visiter l'antre de la grotte de la Sibylle. C'est un site qui existe, c'est un site touristique, c'est un site archéologique et vous serez à même de pouvoir le visiter. Alors, la Sibylle, comme on peut le voir ici sur les images, ben, si on veut avoir une prédiction d'avenir, ben, on doit lui sacrifier quelque chose. Ça peut être un présent, un cadeau. Ça peut être des pièces de monnaie, mais surtout, ça peut être un animal, comme c'est le cas dans le récit. Elle a une voix déconcertante, bourrue, rauque. Ça pourrait être un homme, mais ça pourrait être une femme, on ne le sait pas trop. Porte un manteau rouge à capuche. Elle a du sang dans l'histoire sur une de ses manches. Son corps est entièrement recouvert. On ne peut la voir. Par contre, lorsque Gordien va lui donner une pièce de monnaie, on va pouvoir voir sa peau, sa main, et c'est les mains d'une vieille femme. Elle a aussi des taches de peinture vert-bleu sur les doigts, comparable à Yaya, qui est l'artiste peintre qui était en train de faire une fresque dans les bains à la résidence de Lucius. Hasard? Peut-être. Peut-être que oui.
Elle guide donc les visiteurs dans un temple et c'est là qu'elle va sacrifier un agneau. Les oracles, les sibylles lisaient l'avenir dans des entrailles d'animaux morts. Pas très ragoûtant. Donc, elle a placé les organes sur une pierre chaude et fumante. Ça fait partie du cérémonial, ça fait aussi partie du spectacle. Ensuite, elle entre en convulsion pour nous donner la prédiction d'avenir. La sibylle prend la possession, l'esprit de la sibylle prend possession du corps de la prêtresse, qui a même de l'écume à la bouche. La prédiction d'avenir, c'est que les deux esclaves, un est très visible et l'autre n'est pas très bien caché. Ah bon. À suivre pour la Sibylle de Cume et ses prédictions d'avenir. Dernière thématique pour l'heure, c'est la thématique du calendrier. Alors, pour des questions d'étymologie, alors le mot calendrier vient du latin calendarium, qui signifie registre des dettes, parce que ça fait référence au terme calende, calenda, qui est chez les Romains le premier jour du mois. Et c'était là où on devait acquitter nos dettes, comme payer son loyer le premier du mois, payer son hypothèque le premier du mois. Parlez-en à vos parents, je pense que tous les adultes redoutent le mot calende ou le premier du mois, parce que le nombre de paiements qui nous tombent dessus est assez impressionnant. Donc, tout ça a un lien avec le paiement des dettes. Et aujourd'hui, il y a une expression dans notre langage qui vient de là, c'est remettre quelque chose au calendre grec. J'ai l'impression que plusieurs élèves font ça présentement. Ça veut dire, avec leurs travaux, ça veut dire remettre à une époque qui n'arrivera jamais, une époque qui n'existe pas. Donc, les Romains ont créé le calendrier sur lequel on se base pas mal encore aujourd'hui. Et Romulus, le premier roi de Rome, a établi un premier calendrier. Son successeur l'a modifié un peu. Et c'est encore une fois au premier siècle avant Jésus, pardonnez-moi, qu'on va réformer le calendrier. Alors, le calendrier est sur une base astrologique. Donc, au départ, c'était le cycle de la Lune qui était la base du calendrier. Et le cycle de la Lune, c'est environ 29 jours. Donc, au départ, l'année comptait 304 jours qui étaient répartis sur 10 mois inégaux de 30 ou de 31 jours. On a rajouté par la suite 2 mois, qui étaient les mois de janvier et de février, pour correspondre non plus cette fois-ci au cycle lunaire, mais plutôt au cycle solaire, qui, lui, dure 12 mois, pour se fier maintenant sur le rythme des saisons. Les Romains étaient un peuple d'agriculteurs et pour eux, c'était excessivement important de savoir quand arrivait le temps des récoltes, quand arrivait le temps des moissons, et le calendrier leur permettait de bien se situer par rapport à ça. Ensuite, vers 153 avant Jésus, jusqu'en 153 avant Jésus, l'année de calendrier débutait le 1er mars. Pour cette raison-là que lorsqu'on regarde les mois de septembre, octobre, novembre, décembre, si on traduit leur nom, ça veut dire 7 septembre. Donc, le 7e mois, septembre, octobre 8, ben c'était logique. Quand on a rajouté les 2 mois de janvier et février, ben on n'a pas cru bon de rechanger les dates de naissance et le nom des mois pour les 4 derniers mois de l'année. Il y avait 3 journées importantes chez les Romains. Il y avait les calendes, donc c'était le premier jour du mois. Il y avait les nonnes, qui étaient le 5e ou le 7e jour du mois. Et il y avait les ides, qui était le 15e. Comme je le mentionnais tantôt, au 1er siècle que le calendrier va être véritablement réformé par un homme dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle Jules César. Jules César a plutôt choisi de baser le calendrier sur les dires d'un très célèbre astrologue d'Alexandrie qui s'appelait Socygène. Donc, cette fois-ci, l'année va passer à 365 jours avec des 12 mois. Et l'année va débuter le 1er janvier plutôt que le 1er mars, comme c'était le cas dans l'ancien calendrier. Ensuite de ça, on avait accumulé un retard important entre le calendrier et la rotation de la Terre. Donc, on a décidé de combler ce fait en créant les années bissextiles. Donc, on a rajouté un 366e jour qui va être établi au mois de février. Et
ensuite ont été créées les années bissextiles. Et évidemment, pour être capable d'agencer l'ancien calendrier et le nouveau calendrier, ben César a dû créer une année qui a duré 445 jours pour être capable de correspondre avec les dates des changements de saison et surtout l'équinoxe du printemps qui se passait dans le très important mois de mars. Jules César a amorcé la réforme et la réforme a été poursuivie par son successeur Auguste, qui était le premier empereur romain. Donc, on a décidé, sur une proposition du Sénat, de rebaptiser le 5e mois de l'année, qui s'appelait Quintilis avant, 5e mois, pour l'appeler le mois Julius, en l'honneur de Jules César, qui avait fait la réforme du calendrier. Auguste a poursuivi la réforme un peu plus tard, en essayant d'arrimer les années bissextiles avec d'autres années. On se rappelle que les Romains comptaient les années à partir de la création de Rome, c'est-à-dire 753 avant Jésus, et non pas évidemment comme on le fait aujourd'hui par rapport à l'ère chrétienne, puisque l'ère chrétienne n'était pas encore arrivée. Le Sénat a décidé d'une impulsion incroyable de nommer un mois en l'honneur d'Auguste, qui était le 6e mois de l'année, qui est devenu Augustus, donc le mois Auguste, donc le mois d'août. Dans le calendrier original, ben, le mois d'août avait 30 jours et non pas 31, et on considérait que Auguste était à juste titre aussi important que César. Alors, c'est pour la raison pour laquelle on a le mois de juillet qui est de 31 jours et le mois d'août qui est également de 31 jours. On a enlevé un jour au mois de septembre qui était censé avoir un 31 pour en faire un mois de 30 jours, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Le nom des mois est généralement en lien, encore une fois, avec des figures mythologiques. Donc, janvier, c'est en l'honneur de la divinité qui s'appelle Janus, qui est un dieu à deux visages. Un regarde vers le passé et l'autre regarde vers le futur. C'est le dieu parfait pour commencer l'année. Le mois de février, Févriarus, vient d'un espèce de festival qui se déroulait tous les mois de mars, tous les mois de février, excusez-moi, à Rome, qui était le mois de la purification. Alors, il y avait une fête publique et les pêcheurs romains qui voulaient se faire pardonner de mauvaises actions se fouettaient, se flagellaient littéralement avec un petit objet qui s'appelait le Févriarus, qui est devenu l'origine du nom du mois de février. Bizarre un peu. Le mois de mars, c'est le mois important chez les Romains. C'est le mois qui est dédié au dieu de la guerre, qui est le dieu Mars. Le mois d'avril, plusieurs interprétations, mais la plus souvent retenue, c'est que le mois d'avril, c'est le mois de Vénus. Sans grande surprise, le mois de Vénus qui suit le mois de Mars, il y a un lien évidemment. Les deux étaient amants et amoureux. C'est le mois de la fertilité et sans grande surprise, lorsqu'on parle de Vénus / Aphrodite, mais on parle de fertilité. Le mois de mai est dédié à une déesse un peu moins connue, qui est la déesse Maia, elle aussi déesse de la fertilité et du printemps. Dans la mythologie romaine, Maia, c'est l'épouse du dieu Vulcain. Vulcain, c'est l'équivalent grec d'Héphaïstos. Lui était marié à Aphrodite. Zeus l'avait forcé à épouser Héphaïstos. Chez les Romains, Maia est la femme de Vulcain, qui est le dieu des forgerons et du feu. Le nom Maius en latin voulait dire plus grand, ça fait référence à la croissance des végétaux. Le mois de juin, c'est le mois dédié à la déesse Junon, qui est la femme de Jupiter. C'est le mois du mariage, ça va de soi. Le mois de juillet, comme l'image l'indique, c'est encore une fois en l'honneur de Jules César. Le mois d'août, c'est en lien avec Auguste. Et septembre, octobre, novembre, décembre, ça veut dire 7e, 8e, 9e et 10e mois de l'année, selon l'ancien calendrier. À quelques détails près, le calendrier qu'on appelle le calendrier julien est celui qu'on utilise encore aujourd'hui. Il y a eu une réforme qui a été faite à la Renaissance. Et le calendrier qu'on utilise aujourd'hui, c'est le calendrier dit grégorien.
Tout le monde, ou à peu près sur la Terre, s'est calibré sur le calendrier que les Romains avaient mis en place. Par contre, suivant la naissance de Jésus, au lieu de prendre la date de la fondation de Rome comme étant le début, ben, on prenait l'année 0, l'année 1-1 était fixée à la naissance de Jésus. On s'était aussi rendu compte qu'on avait pris du retard par rapport au calendrier et par rapport à la révolution de la Terre. On se rappelle qu'à la Renaissance, on commence à avoir des connaissances astronomiques nettement plus précises que 16 siècles auparavant. Donc, on avait de la difficulté à cause de ce retard-là à fixer la date de Pâques. Vous avez remarqué dans votre calendrier que Pâques, c'est jamais la même date comme Noël, c'est le 25 décembre. Pâques, c'est toujours variable. C'est quelque part entre la mi-mars et la mi-avril. On ne sait pas trop comment c'est déterminé. Alors, c'est le pape Grégoire XIII qui va décider pour recalibrer tout ça, d'éliminer des années bissextiles. Donc, c'est assez compliqué comme système. Donc, les années bissextiles qui se terminent, les années, excusez-moi, qui se terminent par 00, par exemple 1900, ils sont plus des années bissextiles lorsqu'on fait le compte des années dans l'histoire. Mais par contre, il y a seulement les années qui se divisent par 400. Exemple l'an 2000, exemple l'an 1600, exemple l'an 2400. Ben ça, c'est des années bissextiles. Je vous ai un peu perdu. De toute façon, c'est pas très grave. Maintenant, la différence entre le calendrier et l'année solaire, c'est 26 secondes. Donc, on ne va pas s'obstiner pour 26 secondes. Le pape a mis ça clair et en 2400, lors de la prochaine année bissextile qui se divise par 400, ben, on sera probablement plus là. Donc, pas besoin de s'en rappeler. Il a réussi ainsi à éliminer tout le retard qu'il y avait entre le calendrier et les années solaires, et c'est ainsi que le calendrier grégorien est né. Par contre, il gardait à peu près toutes les mêmes bases, le même nombre de jours, les noms de mois que le calendrier que César avait lui-même établi. Donc, en conclusion, les réponses du tableau. Alors, avec des mois de 29 jours, sur quel cycle se basait anciennement le calendrier? Les phases de la Lune. Dans notre propre calendrier, quels sont les héritages romains? Alors, le nom des mois, le nom des jours, une année de 365 jours, également les années bissextiles. À l'origine, combien il y avait de mois et quel était le premier? Ben, on l'a dit tantôt, 10 mois, décembre étant 10e mois et mars était le premier mois de l'année. Ensuite, César, ce qu'il a ajouté pour créer le calendrier julien, ben, les 10 jours qui manquaient pour totaliser 365 jours, c'est-à-dire le cycle de révolution de la Terre autour du Soleil. Et il a rajouté un mois ainsi aux mois qui étaient les plus courts. L'origine des noms des mois, je viens d'en parler. Donc, le mois de mars, c'est pour le dieu de la guerre. Le mois de janvier, c'est Janus, le dieu à deux visage, un qui est sur l'année qui se termine, l'autre vers l'année qui commence. Le mois de juin, c'est Junon, la déesse du mariage. Juillet, Jules César. Août, Auguste, le premier empereur. Et finalement, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est 7e, 8e, 9e et 10e mois de l'année. Ça conclut cette classe virtuelle très variée sur les sujets du banquet, sur le sujet de la bibliothèque, sur le sujet de la Sibylle de Cumes, ainsi que le calendrier. Oui, Jules, tu as bel et bien besoin de vacances après avoir créé tout ça. Je vous souhaite donc une excellente semaine en espérant qu'elle sera ensoleillée et n'oubliez pas de compléter votre aide puzzle sur les banquets romains. L'échéance est fixée au 8 mai. Sur ce, bonne semaine.